Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter l'uniforme porté par un quartier maître première classe intégré dans le commando Kiefer après le débarquement. Avant toute chose, je souhaite remercier Normandie Accessories pour le soutien apporté à cette vidéo. Vous pourrez retrouver le lien de la boutique dans la description. Mais avant de commencer cette vidéo, je me dois de vous préciser certains points. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Elle n'a pas la prétention, malgré mes nombreux mois de recherche, à être une bible qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire vos propres recherches sur internet. D'ailleurs, en parlant de magazines spécialisés, je ne peux que vous conseiller de consulter le magazine Militaria numéro 432 de septembre 2021 dans lequel vous pourrez retrouver l'uniforme que je présente ici, avec quelques infos en plus, les deux médias étant complémentaires. Ceci dit, je ne suis pas infaillible, il m'arrive de faire des erreurs. Si vous en remarquez, je vous invite à laisser un petit commentaire avec vos sources. Et enfin, vous pourrez retrouver l'intégralité des éléments qui composent cette tenue sous forme de kit list dans la description avec le timing correspondant. C'est en 1940 que Churchill ordonne la création d'une force de 20 000 hommes capable d'intervenir seul ou en groupe du rivage français au nord de la Norvège, derrière les lignes ennemies pour des actions de renseignement et de destruction. Ainsi naquirent les commandos. Philippe Kiefer, qui a rejoint la Grande-Bretagne le 19 juin 1940, est impressionné par les méthodes des commandos, notamment après le raid sur les îles Lofoten le 4 mars 1941. Ainsi, dès janvier 1942, Kiefer prend la tête d'une compagnie d'instruction de 25 marins français. Pour réaliser cette tâche avec des marins inexpérimentés, il demande à ce que ces cadres soient formés auprès d'unités britanniques. Ainsi, ils sont mis en stage chez les Royal Marines d'Esney en mars 1942. La détermination de la compagnie d'instruction et leur soif d'apprendre impressionnent les Anglais, et l'idée d'intégrer des étrangers, ici des marins français, au commando britannique commence à faire son chemin. Ainsi, le 30 mars 1942, Churchill valide la proposition de Lord Mountbatten, chef des opérations combinées, de créer un commando de forces alliées. Les Britanniques veulent pouvoir utiliser à leur avantage les Alliés pour opérer en Europe occupée, ceux-ci connaissant le pays et la langue. Ainsi, le commando est constitué de Français, Polonais, Belges, Néerlandais, Norvégiens et Yougoslaves. L'enseigne de vaisseau Kiefer ainsi que ses hommes sont placés sous autorité britannique le 2 avril 1942. Ils sont alors 29 Français. Leur formation se termine le 22 mai 1942 et Philippe Kiefer et ses hommes restèrent stationnés en Écosse pour continuer leur entraînement au sein du commando numéro 2 avant de rejoindre le commando interallié numéro 10. À l'automne 1943, le premier bataillon de fusiliers marins commando est constitué de 3 troupes, la numéro 1, la numéro 8 du capitaine Charles Treppel et la troupe d'appui aussi appelée Kagan. Environ un tiers de ces commandos viennent de Bretagne. La formation se passe avec les bérets verts britanniques au château d'Achnacarry en Écosse. Propriétaire des lieux, Sir Donald Walter Cameron, chef du clan des Cameron, a mis à disposition son château pour la Special Service Brigade dès février 1942. Le premier test pour les cadets était de faire une marche de 30 km depuis la gare vers le château, puis de passer devant une tombe fictive de soldats prétendument morts en entraînement. De quoi mettre en ambiance. Les Français sont placés sous le commandement de Lord Lovat, qui dirige la première brigade de commandos. Les commandos suivent un entraînement extrêmement difficile du fait de la dangerosité des missions qui leur étaient planifiées. Ainsi, Hitler donna l'ordre le 18 octobre 1942 d'abattre tous les commandos faits prisonniers. Au niveau des opérations effectuées, on note l'opération Jubilé du 19 août 1942, où 15 hommes de la troupe numéro 1 ont participé au raid sur Dieppe, aux côtés des commandos britanniques et canadiens. Bilan, un mort et un capturé, qui parviendra à s'évader pour rejoindre son unité 10 mois plus tard. Diverses missions de reconnaissance en septembre 1942 sur les côtes françaises, puis en décembre 1943. Il y eut 5 opérations appelées Hardtack, réalisées à la fin de décembre 1943, puis en février 1944, aboutissant au total de 5 morts, 3 blessés, 8 prisonniers et 3 portés disparus. L'opération Premium, fin février 1944, fut un échec. Tous les 6 membres du commando, sous le commandement du capitaine Charles Treppel, furent portés disparus. Juste avant le débarquement, les photos des objectifs sont révélées au commando, sans indication sur le lieu précis. Mais certains Normands ont pu reconnaître les sites, provoquant une inquiétude dans l'état-major anglais, qui décide de confiner les commandos dans leur camp avec interdiction de sortir jusqu'au jour J. Les 177 hommes sont répartis en 2 troupes, plus une section de mitrailleuses. Le capitaine de corvette Philippe Kiefer débarque donc le 6 juin à la tête de 176 hommes du 1er bataillon de fusiliers marins commando à 7h32 sur Sword Beach. Ils sont les premiers dans les barges 527 et 523 à toucher le sol français sur le secteur, les Britanniques les ayant laissés passer devant. Leur objectif était la brèche à 500 mètres à l'ouest de Ouistreham. Malgré des pertes, ils purent s'emparer d'une pièce de 50 mm qui arrosait la péniche 523.
Ils ont ensuite attaqué l'ex-casino de la Rivabella. Ceux-ci se retrouvent bloqués par un nid de mitrailleuses placé au sommet. Le capitaine de corvette Kiefer, malgré ses blessures, retourna sur la plage chercher un char léger Centaur pour venir à bout de cette menace. Puis le commando s'enfonce dans les terres par Colville pour faire jonction avec Pegasus Bridge de Bénouville, tenu par la 6e division aéroportée à 16h30. Au soir du 6 juin, les hommes du commando Kiefer ont perdu presque 25% de leur effectif. Outre les blessés, dont Kiefer lui-même touché 2 fois dans la journée, 2 officiers et 8 marins sont tués. Le commando français combat jusqu'au 27 août 1944, puis le bataillon est renvoyé en Grande-Bretagne pour se reposer et être renforcé. En novembre 1944, au cours de la bataille pour libérer l'Escaut, le 1er bataillon de fusiliers marins commando est débarqué sur l'île de Walcheren en Hollande, sous commandement canadien, et débarque à Flessingue avec l'aide des commandos britanniques pour neutraliser les défenses allemandes qui étaient 5 fois supérieures en nombre. 5 hommes furent tués durant les combats. Le général Eisenhower, commandant en chef des forces expéditionnaires alliées, décrit ce nouveau fait d'armes comme l'un des plus braves et des plus audacieux de toute cette guerre. Une série d'opérations de reconnaissance nommées Intemperate s'ensuivent entre le 17 janvier et le 19 février 1945. 2 hommes sont blessés et 6 civils ont pu être exfiltrés. Jusqu'en mars 1945, les opérations sur Schouwen sont montées contre les garnisons allemandes totalement isolées depuis l'échec de la contre-offensive des Ardennes. La série de raids prit fin par une dernière mission confiée à la troupe numéro 5 dans la nuit du 11 au 12 mars 1945, concluant la participation du commando Kiefer dans la guerre contre l'Allemagne. L'unité fut dissoute le 19 février 1946. Lors de son existence, et sous ses différentes appellations, Benjamin Massieu estime que l'unité a connu 427 volontaires, de différentes nationalités, armées et spécialités. 33 d'entre eux sont morts au combat. Pour sa participation dans la Seconde Guerre mondiale, l'école de fusiliers marins se vit attribuer plusieurs citations pour la fourragère de la Légion d'honneur. 5 citations pour le 1er bataillon de fusiliers marins, 4 citations pour le 1er bataillon de fusiliers marins commando, 2 citations pour le régiment blindé de fusiliers marins et 2 citations pour le commando parachutiste de l'aéronautique navale. Les marins du commando Kiefer étant sous commandement britannique, il était normal pour eux de percevoir l'uniforme et l'équipement britannique. Certaines adaptations furent néanmoins autorisées, permettant de distinguer les Français des autres nationalités. L'uniforme varie en fonction des années, mais resta globalement inchangé après le débarquement en Normandie. Une Denison Smoke est cependant ajoutée pour la Hollande. La chemise sans col première version est réalisée en flanelle et est portée sous la veste de battle dress. Elle pouvait également être remplacée par un tricot rayé de la marine. Cette chemise en flanelle était la même que pour l'armée britannique et gratte moins qu'une battle dress au contact de la peau. Les soldats français avaient le choix, porter une plaque d'identité française au poignet ou à l'anglaise avec des disques en carton bouilli accrochés à un lacet autour du cou. Le nom et le matricule du soldat ainsi que la religion sont frappés sur les 2 disques. La plaque verte restait sur le cadavre en cas de décès et la plaque rouge était récupérée. En complément, il était possible pour les Français de porter leur plaque d'identité datant de leur engagement dans l'armée française. Elle pouvait être portée côté droit ou côté gauche, les deux pouvaient se retrouver. Ici, la gourmette est une originale lorsque les disques britanniques sont des reproductions. Le pantalon de battle dress fut distribué à partir de 1937, d'où son appellation Pattern 37. Il fut fourni aux soldats du Commonwealth tout au long de la guerre, et équipa donc les troupes du commando Kiefer. Dans la grande poche, destinée à recevoir des documents, cartes et chargeurs supplémentaires, on retrouve ici une dague Fairbairn Sykes, achetée avec ses propres deniers, ou échangée avec un autre commando, celle-ci n'étant pas en dotation chez les Kiefer. Le modèle de pantalon Pattern 40, un peu plus économique, fut fabriqué après 1940, et était destiné à remplacer la version 37. Mais les pantalons déjà fabriqués sont restés en circulation. Aussi, les commandos Kiefer pouvaient avoir les 2 versions. Le pantalon est réalisé en drap de laine épais et dispose de 5 poches. Une grande sur la cuisse gauche, une plus petite sur la cuisse droite pour le pansement, 2 poches latérales et une poche sur la fesse droite. Les boutons sont dissimulés à l'instar de la version P3740 qui avait des boutons apparents. 3 boutons situés à l'arrière du pantalon permettent de fixer la veste de battle dress qui ont des boutonnières correspondantes. Il est vivement recommandé de porter le pantalon avec des bretelles en élastique blanc. Les broquins cloutés modèle 27 étaient les chaussures réglementaires pour toute l'armée britannique durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ferment par des lacets en cuir à faire passer dans 6 paires d'œillets. La semelle en cuir comporte des clous plats et un fer est situé à l'avant ainsi que sur le talon. Ici vous retrouvez le laçage dit commando, permettant d'un coup de lame d'ouvrir rapidement le brodequin en cas de blessure au pied. Une paire de guétrons modèle 37, passée au blanco dark green, est placée par-dessus, pour étanchéifier au maximum la chaussure. Elle se ferme au moyen de 2 boucles en laiton placées à l'extérieur de la jambe, sangle vers l'arrière. L'ensemble présenté ici est une reproduction, et les chaussures ont encore miraculeusement tous leurs clous, mais une utilisation répétée provoque l'usure des pointes, ce qui entraîne leur perte au fil du temps et des kilomètres.
La veste de Battle Dress Pattern 37 fut largement distribuée, au même titre que le pantalon du même nom, aux troupes britanniques et donc françaises sous commandement anglais également. Là encore, les vestes Pattern 37-40 pouvaient se retrouver chez les kiffeurs. Elles disposent de 2 poches de poitrine permettant de transporter portefeuille, cigarettes, papier, billets, etc. Le blouson est réalisé en drap de laine épais, là aussi, et une boucle en métal nickelé et une bande de drap à la taille permettaient de le fermer convenablement. 3 boutonnières sont placées à l'arrière de la veste pour y fixer le pantalon. Les insignes de notre quartier maître première classe sont spécifiques pour les commandos kiffeurs. C'est sur l'avant que notre quartier maître première classe a son galon, ici un véritable galon de marin moderne, mais qui n'a pas changé depuis la Seconde Guerre. Un title France sur fond kaki vient se placer sur le sommet de la manche. Puis nous retrouvons la banane numéro 4 commando. Dessous nous avons l'insigne des Combined Operations. Un insigne des Français libres surnommé perchoir était porté sur la poche droite, mais uniquement pour les cérémonies et les photos posées. Mais cet insigne n'était pas porté au combat. Attention, l'insigne des Combined Operations dispose d'une Thompson et le canon doit être pointé vers l'avant du soldat. Les 2 insignes doivent donc être différents sur chaque manche. Le foulard camouflé porté ici était également utilisé par les parachutistes britanniques. Aussi, il fut en dotation pour les commandos kiffeurs, de manière à pouvoir rapidement camoufler la tête pour préparer une embuscade par exemple. C'est ici un foulard britannique d'après-guerre, mais ressemblant fortement à celui d'époque. Ceci dit, cet équipement était optionnel et n'était pas porté par tous. Les commandos français ayant été entraînés à la dure par les unités britanniques, ils étaient donc en droit de porter le béret vert des commandos. Doté de l'insigne du premier BFMC, porté à gauche, quand les Français le portent habituellement à droite, ce béret est une fidèle reproduction réalisée en laine verte, avec un bandeau en cuir sur le pourtour. L'unité étant sous commandement britannique, il était donc normal pour les Français de s'adapter et de le porter du bon côté, sans quoi ils se seraient fait engueuler. Le casque MK2 est le casque réglementaire depuis l'année 39, remplaçant le casque MK1 utilisé pendant la Première Guerre, à partir de 1916. Il pèse 1 kg et dispose d'une jugulaire en toile, montée sur une partie qui comporte un ressort. Une boucle de réglage permet de serrer la jugulaire à la morphologie du soldat. L'intérieur comporte un serre-tête, fixé à la coque au moyen d'une vis qui se retrouve au sommet du casque. Un filet de camouflage britannique a été ajouté, ainsi que de la toile de jute pour camoufler et casser la forme ronde du casque. C'est ici une reproduction de chez Normandie Accessories. Vous pourrez retrouver le lien dans la boutique dans la description de cette vidéo. L'ensemble de l'équipement porté par notre soldat est du modèle 1937, réalisé d'éléments en forte toile de coton filé. L'assemblage s'effectue à l'aide de boucles et de crochets en laiton ou de fer zingué. Le breulage est globalement le même pour toute la troupe, sauf pour les pourvoyeurs de Bren ou pour les officiers qui disposaient de jumelles et d'une arme de poing. 2 pushs modèle 37 Mark III sont placés de part et d'autre du ceinturon. Ces pushs sont destinés à transporter les munitions du soldat, des grenades, des chargeurs, etc. Il s'agit ici de modèles originaux. La grenade Mills est une reproduction 3D. L'équipement est porté sur un ceinturon modèle 1937 qui se ferme grâce à une boucle en laiton. Les bretelles sont attachées entre les pushs et l'outil individuel à l'arrière et se croisent dans le dos, la bretelle de droite se glissant dans le passant de celle de gauche. Un outil de tranchée individuel MK1 est placé à l'arrière du ceinturon. Il permet de stocker une pelle pioche avec le manche stocké à l'extérieur. Ici du premier type, il peut être porté sur les fesses, ici il est un peu bas, ou sur le flanc pour éviter l'effet tape-cul. Un porte-gourde MK3 modèle 1937 contient un bidon MK7 original avec sa housse en feutre. Du blanco vert foncé ou dark green a été passé sur le breulage. La couleur belge d'origine n'était pas bonne pour 1944. Développé par l'ingénieur belge, le capitaine Roland en 1914, c'est l'ingénieur William Mills qui a amélioré et rebaptisé cette grenade. La Mills numéro 36 MK1 est la 36e version majeure réalisée pour cette grenade, qui est sortie en 1918. Elle resta pendant 50 ans dans l'armée britannique. Elle est reconnaissable entre mille à cause de sa grosse vis frontale qui servait à remplir la grenade en explosif. Elle était très simple à fabriquer et sa fiabilité hors du commun a joué un rôle important dans sa longévité exceptionnelle. Sur le flanc gauche de notre soldat, glissé sous le breulage pour éviter qu'il ne bouge trop, on retrouve le masque à gaz léger MK2, glissé dans la housse du même type. Cette dernière est portée en bandoulière, mais des crochets sont disponibles à l'arrière du sac pour l'accrocher au ceinturon. Le masque MK2 fut mis en place à partir de mars 1943 et était donc en dotation lors du débarquement en Normandie, remplaçant le modèle précédent qui se plaçait sur le torse, rendant impossible le fait de ramper discrètement. Il était obligatoire, même s'il n'a jamais été utilisé au combat, les gaz n'ayant jamais été employés. La housse contient également des pommades et des lunettes anti-gaz. Fabriqués en Norvège avant le début de la guerre, les sacs à dos Bergen furent utilisés massivement par les commandos pour leur très grande contenance et la possibilité d'accrocher des équipements autour.
Il était monté sur un squelette en acier, permettant un maintien toujours droit dans le dos. Il est constitué d'une poche principale avec un rabat supérieur couvrant toute la largeur du sac. Une large poche se situe sur l'avant et il y a 2 poches latérales, toutes fermant au moyen de sangles. Le sac Bergen ressemble un peu au sac des chasseurs alpins allemands. À l'intérieur, une doublure caoutchoutée, caractéristique du sac 2e modèle ou Pattern 42, permet une protection du contenu contre l'eau, qu'elle soit de pluie ou de l'océan. À l'intérieur du sac, des explosifs, des munitions, des affaires de rechange et les rations de combat étaient ainsi relativement au sec. D'une longueur de 1,80 m de long, la Toggle Rope était distribuée aux troupes aéroportées ainsi qu'aux commandos britanniques. Elle disposait d'un nœud à une extrémité et l'autre comportait un manche en bois. Les assemblages de différentes cordes pouvaient ainsi constituer des échelles de cordes, voire même des ponts de singe. La corde était portée en sautoir ou dans le sac à dos. Le porte-carte 2e type fut distribué à partir de 1844 à tous les officiers et sous-officiers ayant besoin de porter une carte. Il est doté d'une planche dure à l'intérieur et d'une partie plastifiée, destinée à pouvoir annoter la carte. Les crayons peuvent être stockés à l'intérieur du rabat. Le porte-carte est porté en bandoulière par-dessus tout l'équipement pour qu'il soit accessible facilement pour consulter les cartes ou remettre l'objet au chef de section. Il s'agit ici d'un objet original offert par mon grand-père lorsqu'il était encore vivant. Le pistolet mitrailleur Thompson fut développé à partir de 1918 et commercialisé à partir de 1921 dans sa première version. Il y eut de nombreuses évolutions jusqu'à la version 1128A1, sortie en 1940. Il y eut 562 511 pièces fabriquées de 1940 à 1943, au début avec la poignée à l'avant, mais la plupart avec le garde-main horizontal. Elle dispose de chargeurs de 20 ou 30 coups pour les chargeurs droits, ou 50 ou 100 cartouches pour les chargeurs camembert. Les Britanniques et Français ont pu percevoir des Thompson 1128A1, les Américains conservant les M1A1. Aussi, une bretelle de Lee Enfield a été installée. Certaines versions avaient également la fixation de bretelles décalées sur la crosse. Il s'agit ici d'une réplique d'Onyx, retravaillée par mes soins, dont vous pourrez retrouver le lien de la review dans la description. L'uniforme présenté ici est caractéristique de la bataille de Normandie, juste après le débarquement, étant donné que les commandos avaient une bouée gonflable à la sortie des péniches. Le casque pouvait être porté au combat, mais certains commandos préféraient garder leur béret, même sous le feu ennemi. Le bashi pouvait se retrouver pendant les cérémonies, pendant la période de formation des commandos, ceux-ci n'ayant pas encore gagné leur béret vert, avec la légende FNFL. Il pouvait être transporté dans le sac Bergen, mais il ne fut que rarement observé, le béret étant toujours plus prestigieux que le bashi. L'emport dans les cartouchières dépendait naturellement de l'arme de notre commando. Ici, notre quartier maître première classe transporte 4 chargeurs courts dans chaque push. A noter que les chargeurs longs n'ont pas été en dotation officielle. Né à Vannes en 1918, notre marin s'engage dans la marine française en 1935 et est affecté, après une période de formation, sur le torpilleur Le Triomphant, venant compléter un équipage de 221 matelots et 11 officiers. Il réalise plusieurs missions, passant matelot breveté en 1938, et il est réaffecté sur le contre-torpilleur Mogador en octobre 1939. Il participe à l'escorte du convoi KJ4, pour ensuite patrouiller en novembre dans le sud de l'Islande avec le HMS Hood. Fin juin 1840, il est promu quartier-maître de 2e classe. Le 3 janvier 1840, le Mogador se retrouve à Mersa-el-Kébir lors de l'attaque britannique et est endommagé. Notre marin en sort indemne, mais n'approuvant pas la direction que prenait la marine française après la capitulation de Pétain, il fut convaincu que sa place était en Angleterre et non dans les forces vichistes. Ainsi, il prend un bateau pour l'Angleterre et arrive à la fin du mois d'août 1940. À savoir qu'il n'a eu des échos de l'appel du général de Gaulle qu'une fois arrivé sur place. Il subit tout d'abord un interrogatoire, notre marin ayant été au service des forces de Vichy, et il est finalement accepté au sein des forces navales françaises libres. Il participe au réarmement du contre-torpilleur Le Triomphant, sur lequel il avait déjà servi, avant le départ du navire dans le Pacifique. Il participe ensuite à des missions d'escorte dans l'Atlantique Nord, à bord du contre-torpilleur Léopard. En 1842, il entend parler des commandos, dans lesquels quelques Français pouvaient être acceptés, l'enseigne de vaisseau Philippe Kiefer ayant lancé son propre groupe. Il postule rapidement et est accepté par Philippe Kiefer en personne. Il fait donc partie des 29 Français qui sont formés en Écosse, entre avril et mai 42. Il fait partie du commando numéro 2, puis passe dans la troupe numéro 8. L'entraînement est très difficile et il subit plusieurs blessures musculaires. Il participe à l'opération Jubilé à Dieppe du 19 août 1942, et c'est à cette occasion qu'il devient quartier-maître de première classe, après avoir subi le feu ennemi, protégé un blessé avec le cadavre d'un camarade et l'avoir tiré à l'abri sur près de 50 mètres à découvert. Il est blessé pendant la première opération Hardtack en décembre 1943, et ne put retrouver son groupe qu'en mai 1944 pour préparer le débarquement. Il est dans la barge 523 le 6 juin 1944 et est dans les premiers à toucher le sol français après des années passées en mer et au Royaume-Uni. Son premier réflexe est de toucher le sable de Sword Beach.
Mais le combat redevient une priorité, l'objectif étant de s'emparer de la pièce d'artillerie qui a failli les toucher quelques heures auparavant. Il est légèrement blessé mais refuse d'être envoyé en convalescence, ayant peur de rater des événements où il serait plus utile au combat que dans un lit d'hôpital. Il combat pendant toute la bataille de Normandie, troquant parfois sa Thompson 1128A1 pour des MP40 prises à l'ennemi, sans abandonner son arme d'origine. Il retourne se reposer en Grande-Bretagne et est envoyé en Hollande 3 mois plus tard, après que la troupe ait été réarmée et renforcée. Il participe à la bataille de Flessingue aux côtés des commandos britanniques et ses actes de bravoure lui valurent de recevoir plus tard la Légion d'honneur. Il participe au raid de reconnaissance Intemperate, réalisant ses missions avec succès, mais une blessure le rend invalide définitivement le 11 mars 1945 dans la toute dernière mission du commando. Il finit ses jours en Bretagne en 1985. Voici ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je remercie encore Normandie Accessories pour son soutien, ainsi que Pierre Scioli et Sébastien Lemonnier pour leur précieuse aide dans l'écriture de cette vidéo. Vous pourrez retrouver le lien dans la boutique de Normandie Accessories, qui vend majoritairement des casques, dans la description. Merci encore à Pierre Scioli pour sa participation, il m'a aidé à rédiger l'historique, c'est donc normal qu'il puisse lui-même l'énoncer. Et si vous aussi voulez me soutenir, je vous invite à me rejoindre sur Tipeee ou à devenir souscripteur de la chaîne, de manière à pouvoir m'aider à poursuivre cette jolie aventure, mais qui coûte cher, vous en conviendrez. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos. Salut! Ah! Il est pas réglementaire ce pied! Ah!